La procession Saint-Landelin est une institution à Crespin. Elle rend hommage à Saint Landelin, brigand converti devenu ermite, puis fondateur entre autres des abbayes de Lobbes, d'Aulne et de Crespin. Cette année, à cause des mauvaises conditions météorologiques, une simple messe a eu lieu à l'église Saint-Martin, en présence des amis de Saint Landelin et des membres de la confrérie Saint-Sébastien. Nous saluerons l'abbé Rimaud et le diacre de Coquer, qui ont rappelé à quel point ce saint a été très important dans le développement de l'abbaye de Crespin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette bimensuelle 165 de Crespin Télévision. On saluera la très belle sortie culturelle au Forum de Bavay, organisée par la Médiathèque, un très beau voyage au travers de la Rome antique. Au programme de cette émission, nous aurons l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle, le tri des emballages et la tarification incitative avec ses Prem Productions. Nous reviendrons sur le concert itinérant de l'Harmonie municipale pour la fête de la musique et nous terminerons avec des extraits du très beau premier gala de l'association Ascendance qui a eu lieu dernièrement à la Renaissance. Mais tout d'abord, commençons par l'hommage aux morts de la guerre d'Indochine qui a eu lieu au cimetière de la ville dernièrement. Merci encore de votre fidélité et à dans 15 jours. De 1940 à 1954, ce sont près de 500 000 militaires, membres du corps expéditionnaire français en Extrême-Orient, légionnaires, tirailleurs africains et nord-africains, réguliers et supplétifs vietnamiens, cambodgiens et laotiens qui ont porté nos couleurs, sans relâche à l'autre bout du monde. Qu'il soit rendu hommage à ces combattants qui, dans une guerre devenue mondiale, ont maintenu la présence française face aux assauts de plus en plus menaçants de l'occupant japonais. Aux 2650 d'entre eux, qui périrent le 9 mars 1945, dans le dernier coup de force d'un occupant devenu sans merci. Aux 3000 prisonniers qui subirent l'enterrement et parfois la torture. Qu'il soit rendu hommage à ceux qui poursuivirent la lutte afin d'y maintenir l'autorité de la France ou de défendre leur indépendance à ses côtés. Que leur combat, dans les conditions les plus extrêmes, ne soit jamais oublié. Ces soldats des trois armes, ces membres du service de santé, que toujours il soit dit l'absolu de leur courage et la grandeur de leur sacrifice. Qu'il soit rendu hommage aussi aux milliers de prisonniers et que jamais ne s'efface le souvenir de ceux emportés par la maladie, la famine ou la fatigue d'une effroyable captivité. Ces combattants ont pris place dans notre histoire, aux côtés des plus braves. Leur mémoire nous oblige, leur courage inspire, leur abnégation nous lie. Qu'en ce 8 juin, enfin, partout en France, il soit dit honneur aux combattants d'Indochine. Vive la République, vive la France. En mars 1945, les Japonais s'emparent de l'Indochine et élimine les Français. Plusieurs centaines de civils et de militaires français sont massacrés à la mitrailleuse ou décapités au sabre. 2500 militaires et 500 civils français meurent encore dans les camps japonais avant la capitulation du Japon le 2 septembre 1945. En août 1945, les Japonais quittent l'Indochine et de ce fait le Viet Minh communiste tente de prendre le pouvoir en Indochine. En septembre 1945, le gouvernement provisoire de la République française, dirigé par le général de Gaulle, n'accepte pas cette situation et envoie le corps expéditionnaire français en Extrême-Orient, commandé par le général Leclerc, afin de restaurer la France sur ses territoires. Le 19 décembre 1946 commence ce qui s'appellera la guerre d'Indochine.
En novembre 1953, le général Navarre décide d'attirer le Viet Minh dans un piège dans la cuvette de Dien Bien Phu, seul endroit de la région avec la possibilité d'implanter un terrain d'aviation pour le ravitaillement. Ce sera l'opération Castor. La bataille de Dien Bien Phu durera jusqu'au 7 mai 1954. Le Viet Minh va payer très cher sa victoire par 25 000 morts. La France a 2000 soldats tués, 11 000 prisonniers, dont 70% décéderont en captivité suite au mauvais traitement infligé par le Viet Minh. Notamment lorsque les Viet Minh ont pris Dien Bien Phu, ils ont fait énormément de prisonniers. Des milliers de soldats français ont été faits prisonniers. Très peu en sont revenus. Il y avait des camps qui pourraient être comparés aujourd'hui à des camps d'extermination, avec des commissaires politiques, notamment certains commissaires politiques qui ont fait parler d'eux dans les années 80, qui étaient des commissaires politiques français. Cette guerre, aujourd'hui on la commémore, parce que c'est une guerre qui avait été refusée au départ, un peu comme la guerre d'Algérie, elle avait été refusée par les Français. Les Français, c'était loin, c'était les colonies, c'était tout ça, et c'était des engagés. Des engagés légionnaires, parachutistes, des troupes de marine, il y avait un peu de tout. Et donc le fait que ce soit des engagés et non pas des appelés, eh bien la France l'a ignoré. Bonjour, j'ai entendu parler de la simplification du tri et je voulais savoir ce qu'elle permet exactement. Merci. La simplification du tri consiste à étendre les règles de tri pour permettre aux habitants de mettre tous leurs emballages dans le bac de tri. Une seule question à se poser, c'est un emballage? Si la réponse est oui, alors c'est dans le bac de tri. Cette simplification permet de développer encore plus la collecte des emballages, notamment en plastique, qui jusqu'à présent n'étaient pas triés. C'est le cas par exemple des pots de yaourt, des barquettes de jambon, des tubes de dentifrice, des sachets ou encore des films transparents. Désormais, plus de doute, tous les emballages en plastique, en métal, en carton ou en verre se trient. Cette règle permet de donner un message clair et facile à retenir, car on sait aujourd'hui que 4 Français sur 5 doutent au moment de trier leur emballage. L'autre point important, c'est de permettre une massification des emballages collectés pour faciliter le développement de solutions industrielles de recyclage pour les plastiques. Actuellement en France, le taux de recyclage des emballages est de 68% et nous devons l'accroître. C'est pourquoi la simplification du tri a commencé et permet déjà à plus de 41 millions de Français de la mettre en œuvre, soit 2 personnes sur 3. D'ici 2023, tous les Français auront la possibilité de trier tous leurs emballages. Pour vérifier si votre ville est concernée par cette simplification, vous pouvez télécharger l'application Guide du tri de Citeo. Elle est gratuite et elle vous donne les règles de tri géolocalisées. J'aimerais savoir s'il est nécessaire de nettoyer les emballages avant de les jeter dans le bac de tri. Vous êtes nombreux à vous poser cette question et à hésiter à jeter un emballage sali par des restes de nourriture. La salissure des emballages est l'un des premiers freins au tri, condamnant ces derniers à finir aux ordures ménagères. Eh bien, sachez que c'est pourtant une idée reçue, car même sale, un emballage se trie. Vous ne rincez pas votre pot de yaourt sous l'eau, ce serait gaspiller de l'eau, et vous ne jetez pas votre carton à pizza dans les ordures ménagères parce qu'il est taché d'huile piquante ou de sauce tomate. Le seul geste que vous avez à faire avant de les déposer dans le bac de tri, c'est de bien les vider. S'ils sont sales, cela ne gêne pas leur recyclage car les process industriels comportent des étapes de traitement de la matière. Par exemple, le filtrage pour le carton ou la fusion pour les emballages en métal ou en verre. Donc n'ayez vraiment aucune hésitation. Ne les mettez pas non plus dans des sacs, laissez-les en vrac dans le bac pour faciliter les process en centre de tri. Enfin, n'oubliez pas que trier les emballages, même sales, permet de préserver des ressources naturelles, d'économiser de l'eau et de l'énergie. Pour en savoir plus sur les bons gestes de tri, vous pouvez télécharger l'appli Guide du tri de Citeo.
Après que la France ait perdu une bataille, alors que l'ennemi avait submergé son armée et que son gouvernement se résignait honteusement à la défaite, un homme alluma une flamme. Cette flamme était celle de la résistance. Cet homme était le général de Gaulle. Il ne devait plus jamais cesser le combat pour la France. Refusant la défaite, il poursuit la guerre depuis Londres jusqu'à la victoire, dans la capitale britannique, où avec lui, la République trouva refuge. Ce sont des milliers de femmes et d'hommes qui bientôt le rejoignirent et ravivèrent à ses côtés la flamme naissance de la résistance française. Ce ne fut d'abord qu'une lueur, que les ondes de la radio anglaise de la BBC firent bientôt embrasser tout ce que la France comptait de combattants. Des Français d'Angleterre à ceux d'outre-mer, des maquisards, du Vercors aux résistances des faubourgs. C'est une armée des ombres qui se leva dans les cris sourds d'un pays qu'on enchaîne et au rythme régulier d'une voix, celle du général de Gaulle. Cette voix portait un espoir qu'aucune souffrance ni aucune défaite ne put altérer, donnant aux saboteurs le courage de passer à l'acte, aux prisonniers qui subissaient la torture, le cran de ne rien dire, et aux soldats de la France libre. Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Est-ce que tous les papiers peuvent être triés? Que ce soit des journaux, des magazines, des prospectus, des publicités, des enveloppes, des cahiers, des tickets de caisse, chaque année, ce sont plus de 2 millions de tonnes de papier qui sont consommées en France et qui peuvent être recyclés. 70% deviennent à nouveau des papiers, 20% des emballages en carton et les 10% restants sont transformés en d'autres produits comme des papiers d'hygiène ou des produits d'isolation. Bref, le papier est un matériau précieux que l'on sait parfaitement recycler à condition de le trier. Pour cela, les règles de tri sont simples. Tous les papiers graphiques se trient
Même les enveloppes avec des fenêtres en plastique, même les documents avec des agrafes, même les cahiers avec des spirales, car ces éléments, bien qu'ils ne soient pas en papier, ne sont pas gênants pour le processus de recyclage. En revanche, pour qu'ils soient mieux captés en centre de tri, mieux vaut ne pas les déchirer ni les froisser. Idem, on peut trier les papiers cartonnés comme les cartes postales, les billets d'avion ou encore les livres avec des couvertures rigides. Eux aussi peuvent bénéficier d'une seconde vie. Les papiers que l'on ne veut pas voir dans les bacs de tri sont les papiers d'hygiène tels que les essuie-tout ou les mouchoirs qui, eux, sont à jeter dans les ordures ménagères. En bref, si le papier que vous souhaitez jeter est un papier graphique ou un emballage, alors grâce à la simplification du geste de tri, ne vous posez plus de questions. Déposez-les dans le bac de tri. Pour les autres, c'est dans les ordures ménagères. Pour savoir si vous vivez dans une zone de simplification du tri, téléchargez l'appli guide du tri de Citeo. Grâce à la géolocalisation, elle vous donne les règles de tri en fonction de votre lieu de résidence. J'aimerais savoir ce qu'est la tarification incitative et ce qu'elle permet. Merci. La loi de transition énergétique pour la croissance verte prévoit que d'ici 2025, 25 millions de Français bénéficieront de la tarification incitative. Elle est un moyen de faire un lien entre la facture de l'usager et les déchets qu'il produit. Répandue dans des pays européens comme l'Allemagne, l'Autriche ou la Suisse, elle est connue sous le principe de pay as you throw, soit payer en fonction de ce que vous jetez. Aujourd'hui, en France, la tarification incitative est l'un des modes de financement de la gestion des déchets par les Français. Plus de 85% payent la TOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, calculée sur la valeur locative et la surface du logement, que l'on reçoit avec la taxe foncière. 4% payent une ROM, redevance d'enlèvement des ordures ménagères, fixée sur le nombre de personnes dans le foyer. Et environ 10% payent selon le principe de la tarification incitative, c'est-à-dire que la facture est calculée à partir de la production d'ordures ménagères du foyer, afin de l'inciter à trier et à réduire ses déchets. Dans les territoires où la tarification incitative est en place, on observe que le tri progresse, soit plus de 30% d'emballage et de papier triés, et que les déchets résiduels baissent de 20 à 50% d'ordures ménagères. La tarification incitative constitue une motivation très concrète et directe. C'est donc un véritable levier pour réduire la production d'ordures ménagères résiduelles et faire progresser le tri. Dans les territoires où elle a été mise en place, près de 70% des habitants ne voudraient plus revenir en arrière. On a remis ça en route avec beaucoup de plaisir. Ça nous manquait un petit peu, nous et puis aussi à la population. Et puis bah voilà, c'est reparti, c'est bon, ça marche. Avec l'ancienneté de musique que j'ai, c'est un plaisir de ce jour-là de faire un peu ce qu'on veut comme on veut, de se déplacer un peu dans tout le village et puis de porter un peu de musique aux gens.
Bien, disons que pendant les 2 années de Covid, c'était malheureusement très compliqué pour pouvoir s'exprimer musicalement. Donc effectivement, nous avons pris la décision de reprendre, je vais dire, notre coutume habituelle qui est d'aller au contact de la population crépinoise. Voilà. Alors aujourd'hui, évidemment, on est à l'ère de YouTube, etc., où on peut éventuellement consommer de la musique, mais je pense que l'idéal, c'est toujours de pouvoir la consommer, entre guillemets, je veux dire, en présentiel. Donc aujourd'hui, nous venons au contact de la population et puis nous avons décidé de travailler en collaboration donc avec les élèves de l'école de musique qui sont, il ne faut pas l'oublier, l'avenir de l'harmonie, qui sont actuellement en formation et qui viendront renforcer nos rangs, nous espérons, d'ici quelques temps. Oui, effectivement, nous avons essayé donc de proposer un registre varié, tout en sachant effectivement que nous avons une grosse festivité. Alors, je me permets de faire une petite parenthèse. Donc, ce samedi, donc avec Monsieur Christian Morin, donc qui est un animateur télévisé et donc nationalement, je veux dire, connu, clarinettiste et qui a fait plusieurs albums. Et donc aujourd'hui, le concert itinérant nous permet aussi à la fois, certes, de proposer un programme diversifié à la population, mais pour nous aussi de roder notre programme, puisque nous aurons la chance de pouvoir faire sa première partie et de partager un moment jazz avec lui. Il est important pour nous donc de se retrouver, voilà, d'avoir des projets. C'est vrai que ça a été une année pour l'harmonie de Crespin assez rude, puisque nous avons été présents sur pas mal de festivités. Et il est vrai que le fait comme ça de pouvoir se retrouver vis-à-vis de la population, aussi les musiciens reprennent plaisir à jouer, puisque c'est aussi une notion de partage. On donne mais on reçoit aussi vis-à-vis du public. Et donc c'est pour ça que nous mettions un point d'honneur à la fois à citer certains titres, comme par exemple les Restos du Cœur. Voilà, le cœur, tout simplement parce que pendant 2 ans on n'a pas eu le cœur à jouer. Voilà, il y avait des petits clins d'œil comme ça musicaux dans notre programme.
Alors, Ascendance, c'est une association qui au départ avait but de simplement de faire s'épanouir les enfants, les jeunes, les ados. Et petit à petit, l'association a grossi. On a étendu l'association aux personnes plus âgées, aux seniors, pour faire aussi du yoga danse pour les détendre. Et ça leur plaît vraiment beaucoup. Alors ici aujourd'hui nous avons fait notre premier gala, notre premier spectacle de danse, donc qui va clôturer un peu tout le travail fait et réalisé pendant toute l'année, que ce soit pour les petits, les pré-ados, les ados et même les adultes. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir la passion, déjà, parce que je suis passionnée depuis des années. J'avais envie de développer la danse sur Crespin, parce qu'il n'y avait rien. Et d'avoir plein de petites danseuses aussi qui ne demandaient que ça à danser. Les conseils que j'aurais, c'est de se dire que même si on est débutant, peu importe le niveau, vous pouvez venir. J'ai des adultes, j'ai tous les âges et donc j'ai même des cours que je fais donc de détente pour les même entre 40 et 70 ans. Donc n'hésitez pas à nous contacter.
en septembre, on fait des portes ouvertes. Donc vous pouvez venir voir, même participer à un cours de danse. Donc ça va du modern jazz à la motricité, surtout pour les petits, hein, on commence par la motricité. Ensuite, on oriente plus vers le modern jazz, le classique, le yoga danse. Donc plus des cours de détente vraiment adaptés aux personnes qui vont venir.